Bon, on fait les derniers checks et après c'est bon, on y va. Bon, du coup, on va vous présenter quand même la session en attendant qu'il termine. Alors du coup, l'idée, nous, c'est d'utiliser des Raspberry Pi, mais de façon légèrement détournée, pour s'en servir pour faire des attaques de type entreprise. On va y revenir. Donc je me présente d'abord moi. Hop. Alors moi, je suis Étienne Deneuve. Dans la vie de tous les jours, je suis architecte cloud et DevOps chez Selenza. Et je suis également MVP sur la partie cloud de data center. Donc à côté de moi, il y a Thomas qui est en train de travailler là, qui lui travaille chez Medsys, plutôt sur la partie système, on va dire ça comme ça. Et d'autres choses. Et plein d'autres choses. Alors, au programme, qu'est-ce qu'on a? Bah déjà, on va vous présenter un peu le matos, parce que si vous ne savez pas ce qu'on vous présente, c'est un peu dommage, vous ne pourrez pas le refaire chez vous. Les outils qu'on utilise, donc les outils logiciels, pas matériels. Et enfin, on vous présentera donc l'attaque qu'on va mettre en place, les méthodes pour faire cette attaque. Il y en a plusieurs. Et à la fin, on conclura. Et si vous avez des questions, bah, on pourra essayer d'y répondre. C'est bon? Alors, pour la première partie, on va vous présenter une démo à base d'un Raspberry Pi 3 qui est ici. Si vous voulez venir le voir, vous pouvez. C'est autorisé. Et ici, vous avez un petit émetteur Wi-Fi qui est optionnel. C'est juste si on veut couvrir une plus grande portée. Globalement, c'est à peu près tout. Voilà. Et sinon, on a quelque chose d'assez rigolo. Bon, c'est un petit peu custom. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est un Pi 0 avec un tout petit adaptateur en fait pour pouvoir le brancher en USB directement. Hop, voilà. Si tout le monde voit. Donc si vous voulez, vous pouvez vous approcher, vous avez le droit aussi. Donc c'est vraiment assez petit. Ça fait la même chose que le gros, mais d'une autre façon. On va y revenir tout à l'heure. Alors, hop. Donc ça, je vous mens pas. Tout à l'heure, il y a quelques minutes, Thomas était en train de souder le petit adaptateur ici présent parce que son fer à souder ne marche plus et donc moi j'ai ramené le mien exprès pour ça. Voilà. Tout est prêt? Alors, c'est les lois de la démo. Alors on va espérer que tout fonctionne. Alors côté Raspberry Pi, en fait, c'est une base Kali. Pourquoi? Parce que ça démarre très vite. Parce qu'en fait, ça démarre vite et on a besoin d'un système qui démarre vite pour ce qu'on fait. Par Voilà. rapport aux, par rapport aux autres systèmes, comme Debian ou CentOS, qui sont un chouïa plus lents. Et je voulais pas m'embêter à désactiver tous les services pour qu'ils le rendent plus rapide. Donc autant avoir une base déjà saine et rapide. Et donc à côté, un petit outil qui est dispo sur GitHub. Donc c'est un responder. Donc on verra à quoi ça sert juste après dans l'attaque. Alors, le but de notre attaque, c'est quoi? C'est de récupérer les requêtes des utilisateurs dans l'entreprise pour récupérer en fait des infos de type credential. On sait jamais, si c'est en clair, pourquoi pas, hein, on les récupérera direct, comme ça il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit derrière. Et plus spécifiquement, les hashes et un certain type de hash, les hashes NTLM, donc les hashes Windows spécifiques aux ouvertures de session et à toutes les informations qu'on peut récupérer depuis un Active Directory. Donc une fois qu'on a le credential de l'utilisateur, donc le hash NTLM, on peut faire facilement derrière des attaques page de hash ou alors faire l'autre solution, avoir un gros dictionnaire de 4 Tera à la maison pour récupérer le mot de passe de l'utilisateur. Donc 4 Tera, ça suffit pour les mots de passe jusqu'à 14 caractères, c'est ça? 14 caractères alphanumériques avec des caractères spéciaux, des espaces, en fait, tous les caractères. Et ça prend combien de temps? Ça dépend, en fait, ça dépend de la complexité du mot de passe, mais ça peut prendre 3 heures jusqu'à une semaine, mais pas plus en soi. Donc une semaine, on est quand même sur un délai raisonnable si on a vraiment un compte sensible, un vrai VIP dans une vraie entreprise avec des vraies confidentialités. Une semaine, c'est pas énorme. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on va vous présenter ça parce que c'est très intéressant et c'est pas très compliqué. Ça, le matos, là, il y en a pour 50 balles de Raspberry Pi. L'antenne, elle est optionnelle, donc bon, ça, on n'en parle même pas. Pour la partie Pi 0, combien t'avais payé ça, le Pi 0? Le Pi 0, ça coûte une dizaine d'euros. Et après, il faut acheter de l'adaptateur USB. Bon, on en a pour 5-6 euros, mais en gros, ça fait un petit bundle à 20 euros. Donc pour 20 balles, vous pouvez récupérer le mot de passe du PDG de votre boîte. Surtout s'il est pas malin. On va y revenir. Alors, la première méthode, en plus ça tombe bien parce qu'on est quand même dans un endroit assez rigolo pour ça. Donc la première méthode, c'est de créer un faux hotspot. Alors à votre place,
Là, si j'étais vous, je regarderais directement mon téléphone et je vérifierais que je suis pas connecté sur un réseau qui s'appelle Free Wi-Fi. Parce que vous êtes peut-être connecté chez nous en fait. On vous l'a pas dit, mais voilà. Donc l'idée, c'est qu'avec ce petit dispositif, finalement, vous pouvez le trimballer aussi un peu n'importe où, finalement. Avec une batterie, un Raspberry Pi, une bonne batterie, on peut avoir une autonomie assez sérieuse. Avec une batterie de 20 000 mAh, on tourne 2 jours. Voilà, donc 2 jours, vous prenez le métro dans Paris, vous récupérez tous les identifiants et toutes les infos que vous voulez. L'exemple concret, j'ai fait Clichy, Évry, Évry-Clichy, un aller-retour pour le boulot. J'ai récupéré ou j'ai vu à peu près 300 personnes qui se sont connectées sur ma bande Wi-Fi. Bon, bien sûr, on a détruit les données, il ne faut pas le refaire chez vous, vous n'avez pas le droit d'utiliser des données des tiers. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Nous ne les avons pas utilisés à des buts commerciaux, le but c'était juste de prouver ce qu'on était en train de vouloir démontrer. Alors, est-ce que tu es prêt maintenant pour la première méthode et faire une petite démo? Ça démarre? Les personnes connectées sur Wi-Fi. Bien. Bon, bah, on va peut-être te passer le câble alors. Hop. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Ce sera plus intéressant. Ouais, sans tout éteindre parce que le câble USB qu'on a ne marche pas très très bien. Hop. Voilà, suspense. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on voit là? Bah, on voit tous les utilisateurs qui se sont connectés. Donc combien on en a? Un. Je ne saurais dire. Il saurait dire. On est à 174 personnes? Ah, d'accord. Donc, en fait, il y a un faux DHCP qui tourne, classique, et le DHCP il commence à adresser à partir de 10.0.0.100. Donc, du coup, là, on a 74 utilisateurs qui sont déjà connectés. Donc, c'est quand même énorme, sachant qu'on est dans une école d'informatique. Donc, normalement. Et puis, bon, on a un public technique. Donc, quelque part, le risque est même là pour nous, finalement. Donc, pour un utilisateur standard qui n'y connaît rien, bah, il ne verra même pas la différence, en fait. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus cette méthode et comment ça marche? Donc pour ce faire, j'utilise plusieurs applications. Donc j'ai l'outil Responder qui est disponible sur GitHub. Oui, voilà, qui est disponible sur GitHub. Complètement open source, accessible et plutôt simple d'utilisation vu qu'il y a aussi une documentation qui va avec. Pour aller dans le plus technique, ce programme-là utilise plusieurs modes d'attaque. Donc on peut définir en fonction du besoin. Par défaut, comme là, l'application que j'utilise à l'heure actuelle, c'est je me mets sur un réseau qui est déjà existant, par exemple, d'entreprise. Donc je prends mon Raspberry Pi, je me branche en Ethernet sur le réseau. Et c'est normal. Et j'utilise la faille qui est hmm, non, NetBIOS, voilà, la faille du NetBIOS qui fait du broadcast. Donc j'intercepte les requêtes broadcast et je réponds à la place du serveur qui est legit en soi. Et donc, par ce biais, je peux demander à l'utilisateur de forcer de se connecter sur mon serveur à moi qui est faux. Donc ça va lui prompt un petit, encadré avec lui demandant son login et son mot de passe. Un utilisateur de base va faire quoi? Va taper son login et son mot de passe. Tout voilà, il est fait qu'exécuter ce que Windows lui demande. Après, il y a aussi le fait que, imaginons, nous sommes sur un réseau d'entreprise où nous avons généralement des lecteurs partagés pour accéder aux services, aux ressources internes qu'on peut avoir au sein de l'entreprise. Et donc, bah, moi, je fais la même chose, je récupère les requêtes et Windows s'authentifie automatiquement vu qu'il connaît déjà les logins. Donc, je récupère le hash du mot de passe, mais pas le mot de passe en clair. Mais on peut le récupérer au bout d'une semaine, globalement. Ça dépend. Ça Ça, dépend de la politique de sécurité de l'entreprise. exactement, parce qu'on peut facilement se protéger contre ce type d'attaque en modifiant ou en injectant sur des ordinateurs des règles de sécurité qui sont assez basiques en soi. Bah, par exemple, si vous mettez en place de l'IPsec et en mode transport sur votre réseau, donc le but c'est d'encrypter tout ce qui passe en dessous de la couche 3 sur le modèle OSI, bah là vous n'avez pas de problème, ce type d'attaque ne marchera pas. Ou bien du 802.1x qui permet de faire de l'authentification réseau pour switcher l'ordinateur d'un réseau vers un autre dynamiquement. En fait, là vous mettez carrément un certificat, carrément presque, sur la prise, et en fonction de si vous avez le bon certificat ou pas, vous serez dans le bon VLAN ou le mauvais. Donc ça c'est une attaque qui est assez facile finalement à contourner, mais qui aujourd'hui dans les trois quarts des PME, voire les grandes entreprises, bah, c'est pas mis en place. Alors que l'IPsec en mode transport, pour aller sur mon GitHub si vous voulez, il y a un script pour le déployer dans un AD, ça prend 15 minutes. Voilà. Donc ça vaut pas le coup de s'en priver. Exactement.
Donc ça, c'est la première méthode. Donc ça, c'est la méthode si on a accès à une prise réseau ou si on a accès à un Wi-Fi, puisqu'on peut aussi, je connecte mon Raspberry Pi sur le Wi-Fi en tant que client et je peux faire la même chose. Donc je peux tout à fait, m'amuser à faire du broadcast et m'amuser un peu à intercepter tout le monde. Ça, c'est la première méthode Et la deuxième? et la deuxième, puisqu'il y en a 3, la deuxième, c'est tic tic tic, voilà, la 2e méthode, c'est le fait que je crée une fausse borne Wi-Fi. Donc là, les personnes se connectent dessus, et bah, vu qu'ils ont des PC généralement en entreprise, bah, je vais pareil, la même méthode, je vais forcer les utilisateurs à se connecter sur moi. Alors pour ce faire, sur le serveur DHCP, j'ai fourni à l'utilisateur ce qu'on appelle un proxy pack. C'est un petit fichier qui permet de définir où il doit s'authentifier pour avoir internet. Alors en fait, le proxy pack, si vous connaissez pas, vous avez peut-être déjà vu la case détecter automatiquement les paramètres du proxy. Donc ça, c'est dans tous les navigateurs, Internet Explorer, Firefox, Chrome, tout ce que vous voulez, Safari, même sur les Mac. Et directement, en fait, on envoie un fichier texte basique qui va te donner en fait l'adresse du proxy, les paramètres du proxy, la méthode d'authentification et ce genre de choses. Donc c'est classique en entreprise que cette méthode soit appliquée pour le vrai proxy. Même si c'est moche et qu'il ne faut plus faire comme ça parce qu'on est en 2017. Et de même, on peut aussi se protéger très facilement, encore une fois, pour ce genre de problème-là. Avec une simple GPO, on peut dire, je ne veux plus que mes utilisateurs cherchent le proxy. On peut définir en dur, voici le proxy. Ça marche aussi sous Linux, hein, bien sûr. Linux, Windows, Mac, la même chose. Il y a toujours des solutions en fait pour contourner les attaques qu'on propose. C'est pour ça que c'est pas en soi un challenge, mais globalement en fait, ce qu'on voulait démontrer, c'est que pour un investissement minimum, on a la possibilité de tester ça en entreprise tranquillement, pour pas cher, et de prouver par exemple à la direction que tout simplement il faut faire les investissements nécessaires en temps, parce que c'est pas des investissements coûteux pour se prémunir d'attaques basiques que n'importe quelle personne peut faire. Pour montrer un exemple concret avec mon client actuel, on a fait un test de 5-10 minutes pour leur montrer ce que je pouvais faire. En 5-10 minutes, j'ai récupéré 3 mots de passe admin. Enfin, H admin, mais bon, en soi, le mot de passe. Juste en 5 minutes, juste en me branchant sur le réseau, j'avais accès à tous les PC du plateau. Donc tous les PC du plateau tentaient de faire une authentification. Donc je récupère le H, tout bêtement, en 5 minutes. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième méthode. Après, il y a la troisième méthode qui est plutôt marrante, surtout si on a accès au data center, puisqu'on sait, on sait bien qu'un utilisateur ne ferme jamais sa session, surtout un admin. Donc par exemple, je prends ce petit module-là, je vais sur le serveur, qui est en physique, hein, bien entendu, je le branche, et en 40 secondes, j'ai son mot de passe, ou son H. Si la session est ouverte ou Exact, verrouillée. Alors exactement. ça, c'est pareil, hein, en entreprise, le nombre de fois où on trouve des serveurs qui sont verrouillés avec un utilisateur non actif, mais qui est quand même connecté, À fort privilège, généralement. bah oui, sinon c'est pas marrant. Et du coup, bah là, en 40 secondes, on récupère le mot de passe, donc c'est quand même critique parce que c'est un mot de passe admin du domaine, donc il fait tout, tout, tout. On peut tout faire. Alors comment on procède? C'est plutôt simple, en fait. En fait, bon là, j'ai un port USB qui est soudé à la carte mère, mais normalement, c'est une micro USB. Je, je- On peut faire la je vais même chose. passer pour le montrer un petit peu D'accord. pour voir. Donc, voilà. Ça ressemble à ça. Donc c'est un Pi 0 classique, hein, avec juste un port USB dessus. Mmh. Vous voyez? Hop. Et comment se comporte, le port USB? En fait, le port USB, une fois branché, bah, il va alimenter le Raspberry. Une fois que le Raspberry est alimenté, il va démarrer le système. Une fois que le système est allumé, sur le port USB, je vais émuler une carte réseau via USB plug and play. Donc on n'a pas besoin de driver. Donc je le branche, c'est détecté par le système. Pareil, même méthode qu'avant, j'ai un DHCP sur ce petit Raspberry. Je vais forcer l'utilisateur à s'authentifier. Et dès que je vois une modification sur ma base de données interne, je vais envoyer une requête au système pour qu'il s'éteigne. Comme ça, je peux détecter quand j'ai déjà récupéré le hash. Donc en 30-40 secondes, ça dépend, le temps de détection du système. Je peux récupérer le hash très facilement. Alors pour le hash, alors il y a plusieurs méthodes pour avoir la remote ou on se la génère soi-même. Donc là, il faut avoir de bons CPU, parce que c'est assez long. Par exemple, la Rainbow Table que j'ai à la maison, elle fait 4 Tera. 4 Tera, générée sur un PC standard avec un i7 par exemple, vous prenez 2 ans pour la générer. Oui. C'est pour ça qu'il faut mieux la télécharger en ligne. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et une fois qu'on a ça, bah, là on peut travailler avec du GPU pour chercher dans la base de données. Donc on envoie le hash qu'on a récupéré, on l'envoie dans la base de données. Au bout d'une semaine, généralement, si on a un bon GPU, moi je travaille avec une Nvidia M1060. Au bout d'une semaine, vous pouvez récupérer le hash du compte, donc le mot de passe.
Donc voilà, voilà. Certificat, politique de Non, non, c'est sécurité. info sur- Ah, Non, en fait, cumule une fausse carte réseau. ça sera plus simple pour que tout le monde l'entende. Est-ce que la mise en place de certification, te garantit que quand tu récupères des hashes de mot de passe, tu ne puisses pas découvrir le mot de passe grâce au Rainbow Table? En fait, avec mon système, je définis mon propre certificat. Donc, l'utilisateur comment dire, il s'ajuste par rapport à ce que je lui propose. Après, on peut mettre des ajouts de sécurité pour éviter ce genre de choses. Toujours. Bon, il y a toujours un moyen de contournement. Ce qui est marrant, c'est de trouver le moyen de contournement pour éviter de se faire avoir. Euh, tuc, tuc, tuc. 30 secondes. On a juste un petit problème de logistique. Est-ce que quelqu'un a un chargeur pour un Dell ici ou pas du tout? Est-ce Regardons. qu'on a un petit souci avec une batterie Attends, je qui, regarde, qui se décharge? je regarde si j'ai assez de batterie. Ouais, tiens, je peux te passer. Donc, y a-t-il d'autres questions? Oui. Alors, quel est Le fait de mettre le Pi0 donne un 100% de réussite à chaque fois, ou est-ce qu'il y a quand même des fois où il y a des problèmes sur les ordinateurs sur lesquels vous êtes connecté? Alors déjà, il faut être sur un ordinateur d'entreprise, premièrement, pour pallier à cette attaque, parce que voilà. De toute façon, moi, je vise que les ordinateurs d'entreprise. L'ordinateur du type Monsieur, Madame Michu, ça m'intéresse pas. Soit. Je suis plutôt à 90-100%. Mais voilà, donc c'est assez probant comme système, sauf si les admins réseau ont mis des sécurités derrière, des palliatifs en GPO et compagnie. Ce qui arrive toujours. Pratiquement jamais. Voilà. Non, mais il faut être très dans le correct. Donc, on dit oui, bien évidemment, les politiques de sécurité en entreprise sont bien à jour. Suite à vos essais, est-ce que vous avez des résultats positifs vis-à-vis des entreprises, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à modifier leur façon de faire, ou est-ce que c'est la politique de l'autruche? À l'heure actuelle, c'est assez nouveau pour ma part. J'ai présenté ce projet-là il y a juste un mois ou deux. Donc j'ai pu présenter ça juste à une seule entreprise, hein. Et cette entreprise-là a été sensibilisée et dans leur roadmap ont prévu de sécuriser leur Active Directory. Avec pas mal de systèmes en plus. Par exemple, les fameux GPO pour éviter qu'un utilisateur cherche automatiquement le proxy, pour désactiver le NetBIOS. Pas mal de petits tricks qui permettaient d'éviter ce genre de problème. Euh, euh, Et en parallèle de tout ça, j'ai aussi un programme qui s'appelle Répondeur Brut, qui permet en live, une fois que je récupère le hash, de directement faire un brute force dessus pour peut-être, imaginons, c'est un mot de passe standard, genre password 1, 2, 3 étoiles. Si c'est ce genre de mot de passe là, bah, je peux le trouver en bout de 5-10 minutes. Mais bon, si c'est un mot de passe non standard comportant les règles de sécurité qu'on devrait appliquer dans toutes les entreprises, donc un mot de passe assez grand, complexe, qui n'est pas utilisé et réutilisé, bah dans ces cas-là, ça prend un peu plus de temps. Mais on peut toujours le récupérer. Oui, je dois avoir ça qui Est-ce que tu traîne. en as un qui traîne un hash Oui, attends, je vais te pour dire. que les gens puissent se rendre compte à quoi ça ressemble parce que peut-être que tout le monde ne fait pas du Microsoft ici. Qui fait du Microsoft? Ah, vous n'êtes pas nombreux, hein. Donc, comme on peut voir, à l'heure actuelle, là, j'ai quelques petits fichiers log. Donc, certains, c'est du NTLMV2, certains, c'est du HTTP basique. Bon, ça, c'est ce que j'ai recueilli dans mon appartement. Les gens qui s'amusent à se connecter sur mon Wi-Fi. Méchants voisins. Oui, mes chers voisins, ils aiment ça. Ils savent pas que t'es pire qu'eux. Bien sûr. Exactement. Tout est L'ensemble. dispo sur GitHub, donc c'est un projet open source à part entière.
Bah, là, nous, on utilise Kali Linux comme système de base pour le Raspberry Pi. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on exposait. Si tu veux démarrer ton hotspot rapidement là où tu veux, bah, vaut mieux avoir un système qui boot rapidement. Comme ça, tu es tranquille. Mais tu pourrais très bien le faire avec du Debian, avec de l'Ubuntu, avec ce que tu veux, hein. C'est quoi les prérequis pour l'installer? Python. Voilà. Donc, on peut le mettre sous Windows. Donc, voilà. On peut le mettre partout. Sur Mac aussi, ça marcherait. Ouais, ça marche. Faut juste configurer tout correctement. Donc, j'ai pas regardé, mais bon, j'ai rien installé de plus, hein. J'ai laissé Python de base. Quelle version? Je vais te dire ça de suite, La mais 2 ou de la 3? c'est pas Python V? Oui, oui, bien sûr. En fait, l'attaque 2.7, mais bon. l'attaque qu'on montre là, effectivement, le but, c'est de récupérer les hashes de mots de Hmm. passe NTLM, donc qui sont présents que sur des systèmes Microsoft. Alors, faut pas non plus penser que les systèmes Microsoft sont des passoires, hein. C'est pas ce qu'on essaye de démontrer là. Ce qu'on essaye de démontrer, c'est que pour un investissement ridicule, donc entre 20 et 60 euros pour le modèle de compète, avec le petit écran qui va bien et tout ça, finalement, bah, vous allez pouvoir démontrer aux administrateurs de votre entreprise qu'ils ne sont pas sécures. Alors qu'ils peuvent mettre en place des mesures simples, rapides, pas chiantes à gérer, et qu'ils ne le font pas. Donc la réputation de Microsoft n'est pas forcément en jeu sur cette partie-là. Peut-être qu'ils devraient le mettre par défaut. Bah, Microsoft le propose déjà dans ses documentations, disent qu'il faut le faire, mais ils ne l'ont pas mis par défaut. Après, c'est vrai que quand on va dans des entreprises où des fois ils n'ont même pas de DHCP et puis qu'ils disent oh non, c'est pas grave, on gère tout en IP fixe. Bon, Et la raison pour laquelle ils disent on met pas de DHCP parce que c'est plus sécurisé. bah, Ce c'est qui est vrai que c'est faux. beaucoup plus sécure. Il suffit de faire un scan sur le réseau et récupérer les adresses IP tout bêtement. Ça change rien en fait. Oui. Alors donc là, l'exemple que je vous montre actuellement à l'écran, c'est juste le résultat de la récupération du hash de ma machine virtuelle que j'ai installée hier soir. Tout bêtement, vous voyez mon nom d'utilisateur, mon domaine qui est unicorn, et le hash qui est derrière. Et là, c'est juste le hash de password d'un des 3 étoiles. Donc je Lequel? l'ai testé, je l'ai craqué hier soir, c'est en 5 minutes, ça me l'a fait. C'est à partir d'où? Ou de quoi? Le mot de passe, il commence à partir de Ah où? bah c'est toute la suite de chiffres. De là? Après les 2 Ou- points. C'est vraiment tout ça. Ça, c'est le hash. Ah, j'arrive pas à le sélectionner. Voilà, ça, c'est le hash du compte. Voilà, parce que tous les hash sont les mêmes pour ce que vous allez écrire comme mot de passe. Là, on a password 1, 2, 3 Étoile. étoiles, ok. Donc c'est un mot de passe très sécure qui est très habituel en entreprise malheureusement. Est-ce que tu n'aurais pas un admin sous la main là? Non, j'ai pas d'admin. Ah, Je l'ai password? réinstallé il y a pas longtemps. Dommage. Euh, Est-ce que tu as quelqu'un qui s'est connecté là actuellement et qui a essayé de s'authentifier sur quelque chose? non, je l'ai pas allumé assez longtemps pour le voir. Ah, on aurait dû l'allumer beaucoup plus tôt. Exactement, parce qu'en fait, Ouais. le hash, l'idée du hash NTLM, c'est qu'il faut qu'il soit identique sur tous tes contrôleurs de domaine pour que tu puisses être authentifié. Donc, si jamais ton hash change en fonction de la machine qui l'envoie, ça va être vite fait le bordel. Donc, ce ne sera pas gérable. Pas en NTLM. Bah, normalement, de toute façon, on est plus trop censé utiliser ce type de mot de passe. On peut passer sur des trucs un petit peu plus complexes avec du Kerberos. Mais là, pour le coup, le hash NTLM, il est un petit peu inefficace. Normalement, c'est censé être le cas, mais si les entreprises n'ont pas mis à jour leur contrôleur de domaine vers des versions plus récentes, donc s'ils ont encore du 2003 par exemple, on est encore NTLM. Si on est sur du 2008, on a un mode de compatibilité pour fonctionner encore avec des NT4. Mais bon, globalement, c'est jamais désactivé, hein. Moi, à chaque fois que je vois un AD chez un client, j'hallucine parce que c'est vraiment toujours une passoire. Et parfois, ils peuvent pas le désactiver parce qu'ils ont des applications métiers qui se reposent sur ce protocole-là. Alors merci les devs d'arrêter de supporter le NTLM. Parce que c'était une vraie passoire, ça date quand même de NT4, quoi. Donc il y a un moment où il faut rendre les applications compatibles avec des authentifications modernes, de l'O2 par exemple, qui est assez simple à mettre en œuvre, hein. C'est pas non plus sorcier. Même nous, en tant qu'IT, on y arrive, donc tout le monde peut le faire. T'es Bah, tout d'accord? bêtement, si vous voulez accéder à mon site internet, bah, c'est l'autre 2, tout bêtement. Vous Bah, devez tu peux vous faire la démo. T'as euh, internet là ou pas? bah, attends. Avec ton truc. En fait, il propose du Wi-Fi, mais il n'y a pas internet dessus. Ah oui, c'est ça qui me C'est peut-être comme ça que vous Ah, pouvez vous dire eh merde, ben je suis non, j'ai la connecté. 3G. Ah bon, raté. 3G? Oui. Bah, ça marche. Non, Comment ça? pas où je suis. Là où tu es. Ah, mais moi j'en ai de la 4G si tu veux. C'est Tiens. chez Soch, quand vous avez la 3G, vous n'avez pas internet, hein. Bon, il n'y a pas que chez eux, hein. Il y en a même où tu as la 4G, mais t'as rien. Ah oui, sinon il y a le Wi-Fi exact. Non, mais ça, c'est le mien, ça.
Le free wifi. Non, free Wi-Fi, on va éviter. Tiens, tu peux te connecter sur celui-là, tu auras Internet. Ouais. Et donc, moi, je fais de l'authentification Hot 2. Attendez, programmez. Pour tout bêtement m'authentifier sur toute mon infra personnelle à la maison. Alors pour rappel, le O2, l'idée c'est quoi? C'est de mettre un proxy entre votre page web et votre frontal. Comme ça, vous affranchissez quelque part de ces méthodes d'authentification passées, on va dire. Et l'idée après, c'est de pouvoir se synchroniser facilement avec un annuaire. Alors ça peut être du Google ID, ça peut être, il y a peut-être des choses chez IBM qui fonctionnent avec de l'O2, je suppose. Il y en a. Chez Microsoft, ils ont Azure AD. Donc là, par exemple, nous, bon, on est un petit peu brandé Microsoft, donc on va vous montrer avec Azure, hein. Donc avec Azure, on a Azure AD, c'est gratuit. Il faut le savoir, c'est rare chez Microsoft, donc il faut le rappeler, c'est gratuit. Bon, vous pouvez pas le personnaliser dans ces cas-là, mais c'est gratuit quand même. Donc l'idée là, c'est qu'effectivement, pour se connecter sur son infra chez lui, si vous cliquez sur Sign in Azure, hop, voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a une petite mire d'authentification, exactement la même que sur Office 365 ou sur Azure, pour ceux qui connaissent, ou même tout simplement, comment dire, Outlook aussi partage la même authentification. Donc moi, par exemple, j'ai un compte invité sur sa plateforme, donc je peux me connecter. Donc là, vas-y, montre la petite connexion pour montrer que ça marche. Ah ouais, attends, c'est facile de dire ouais, j'ai fait des trucs, ça marche et tout. Et donc, pour ce faire, j'utilise un serveur Nginx qui va avec un serveur Hot 2 en interne qui me permet de faire de l'authentification Azure. Alors, il faut savoir que en fait, le projet O2 Proxy, il est dispo aussi sur GitHub. L'intérêt, c'est qu'il supporte par défaut tous les providers quasiment, donc Google, Facebook. Il y a live.com, il y a aussi Azure AD, forcément, puisque sinon on ne le montrerait pas. Je me demande s'il n'y a pas du GitHub derrière aussi. Il y a vraiment toute une tripotée de protocoles qui sont. Enfin de... GitHub, Google, Facebook. Bon, certes, ça, c'est mon Bah infra. voilà, Node-RED par exemple. On l'a vu tout à l'heure, hein. Donc voilà, ça marche très bien. Donc là, si tu vas sur Node-RED, tu seras authentifié en tant que. Je suis pas sûr qu'il fonctionne. Ouais, il fonctionne pas Node-RED. Bon, le reste fonctionne. Ouais, ça marche d'habitude, hein. Enfin, non, j'ai tout coupé hier. Ok, bon, ça Bah, fonctionne. c'est malin. Mais en gros, voilà. Bon. Ça me permet d'accéder à mon infra à la maison et de manière sécurisée. Et là, par contre, il ne te fait pas de SSO. Non, pas Pas compatible. configuré. Pas compatible. L'appli n'est pas compatible, donc le développeur a mal fait son taf. C'est un peu ça. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions sur ce type d'attaque? Même si vous voulez venir voir le matos qui est installé là-bas, ça peut être plus intéressant pour le visualiser. Surtout que nous, on a un petit écran assez rigolo sur le Pi, pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Hop, tac. Là, vous pouvez venir voir, il n'y a pas de souci, on ne mange pas. Et donc globalement, là, c'est sur ce disque où tu as mis tous les haches? Non, là, c'est juste mes VM. Les haches sont à la maison. Voilà, donc là, on a le Pi avec un petit socle. Donc il y a l'écran. Par contre, il ne s'allume pas ton Bah écran. oui, parce qu'il faut un clavier. Ah, il est où ton clavier? Bonne question. C'est quand même plus marrant de voir en vrai. Ouais, c'est un petit écran TFT, tu l'achètes, normalement, tu as juste à le... C'est la version plug and play que tu as de l'écran ou... Oui. Voilà, donc là, en fait, il y a le petit écran. Donc après, on peut éventuellement démarrer un petit mini serveur X. Je sais pas s'il marche Oui, toujours. on peut démarrer le serveur X, mais tout bêtement, moi, dessus, ça me permet ça permet d'éviter d'avoir un ordinateur pour faire les hacks, tout bêtement. Donc, je vais dans le réseau d'entreprise, je me branche. Avec l'écran, je peux directement le contrôler. Donc, bah, il a un clavier, Mais il y a plus complet, petit, quoi. hein. Ça existe plus petit. Ouais, vous pouvez voir Estelle qui fait une session tout à l'heure. Elle a un clavier qui est grand comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, en Bluetooth, ça marche très bien. Donc après, là, l'idée, c'est que effectivement, il y a un deuxième émetteur Wi-Fi. Pourquoi? Parce que le Wi-Fi principal, il est utilisé pour faire un réseau de management. Donc comme ça, en fait, du coup, on se connecte sur le Pi, sur la carte interne, parce que le Pi 3, il intègre du Wi-Fi de base. Et après, derrière, on a une deuxième antenne donc qui poutre un peu, hein, on peut le dire. BGN, AC, elle fait tous les réseaux Wi-Fi, donc je prends toutes les bandes. Enfin, pas toutes les bandes. Voilà, donc du coup, après, avec ça, on peut... l'antenne, combien tu l'avais payé, ce truc-là? Ah, celle-ci, elle coûte assez cher, quand même, elle coûte une 50aine d'euros. Mais on va très loin avec. Ouais, bah, en même temps, si on va très loin, forcément, c'est très cher. C'est logique. L'écran, oui, il est rajouté en fait. Donc là, tu as le petit boîtier qui est standard pour l'écran, hein. C'est ça coûte une 25 euros à peu près pour l'écran et le boîtier. Donc c'est très raisonnable en termes de prix.
Après, là, c'est qu'un exemple de ce qu'on peut faire, parce que par exemple, avec les grosses antennes comme ça, je suppose qu'on peut faire du air-crack aussi. Oh oui. Bon, air-crack, pour ceux qui connaissent pas, ça permet de pouvoir quelque part faire du brute force ou de l'analyse tout simplement des réseaux Wi-Fi existants. On peut récupérer les mots tout. Déchiffrer, décoder tout ce qui est WP2, WP2 entreprise, même avec un certificat, on peut le récupérer. Ça prend un peu de temps, mais on peut le faire. Voilà, donc pour 50 balles, plus 100, Ouais. 150 dans balles. 80, ouais, à peu près 150 balles le bundle. Bon, on va dire 150 balles hein, pour faire Ouais. large. Vous pouvez déjà récupérer les HNTLM dans votre entreprise pour prouver qu'on peut le faire, hein, pas pour les utiliser, hein, attention, on n'est pas là pour ça. Vous pouvez donc aussi forcément simuler un faux réseau Wi-Fi et donc récupérer des infos n'importe lesquelles. Vous pouvez craquer des réseaux Wi-Fi parce que le Wi-Fi c'est une passoire, alors surtout avec la nouvelle attaque crack qui vient de sortir, Crack Attack. Ah, Pour et ceux qui n'ont pas suivi, le WPA2 n'est pas sécure. On peut récupérer tous les flux non cryptés. Voilà. Si tu mets de l'IPsec, en théorie, ça devrait corriger ce problème. L'IPsec en Wi-Fi, c'est quand même pas génial. Parce que forcément, tu as en fait un principe de passer tout en TCP finalement. À chaque fois, tu vas renvoyer tes credentials. Enfin, soit tu fais de l'authentification Kerberos avec ton IPsec, soit tu mets des certificats. Donc il y a quand même des choses à gérer derrière, mais Kerberos, ça marche. Si tu fais du HTTPS, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu es en HTTP, c'est mort. Alors, VPN, attention. avec Si le ton HTTPS, VPN... on peut aussi faire les trucs. Ouais, mais c'est quand même plus On compliqué. a une petite fenêtre sur l'écran de l'utilisateur comme quoi, attention, le certificat n'est pas bon. Généralement, l'utilisateur fait quoi? Je passe. Je veux quand même aller sur le site. Donc, à partir de là, je peux récupérer les crédits. Donc en fait, tu es en train de dire qu'il faut arrêter que les utilisateurs ils fassent de l'informatique. Ouais. Ouais. Bon, moralité, hein, plus d'utilisateurs, plus d'emmerde. C'est pas mal. Donc non, l'idée c'est vraiment ça. Donc là après on a le petit truc là, 20-25 euros. Ouais, C'est un c'est ça. Pi 0 donc du coup. C'est la même chose, mais un peu le petit. En fait c'est exactement la même chose parce qu'il y a du Wi-Fi, il y a En du moins performant. Bluetooth ou Alors je oui, sais plus. dans celui-là, ça dépend de la version, mais celui-là pourrait comporter du Wi-Fi et du Bluetooth dans la version du dessus. La mienne, elle n'a pas de Wi-Fi. Voilà, et donc l'idée c'est vraiment ça. Et on pourrait même pousser le paroxysme plus loin. Par exemple, la clé USB génère du Wi-Fi. Je le branche sur un ordinateur. Dès qu'il va récupérer le hash, va le transmettre en Wi-Fi sur ma borne, mon PC par exemple. Et à partir de mon PC, je peux commencer à décoder le mot de passe. Comme ça, du coup, en fait, on peut se mettre à quelques mètres de l'entreprise, ni vu ni connu. Quelqu'un branche la clé, on récupère, dans le cadre d'un audit, bien entendu, de sécurité, on peut récupère tous les identifiants qui sont stockés sur la machine, finalement. Non, Enfin, qui l'identifiant passent actif. par le réseau. Mais L'identifiant actif. voilà, euh, pour 20 balles. Pardon? Ça fait un peu série télé, mais finalement, moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant quand Thomas m'a présenté ces petites choses-là. Je me suis dit, pour la conférence programmée, c'est génial parce qu'en fait, ça coûte que dalle. Et quelque part, on est tous vulnérables à ce type d'attaque parce que qui dans son téléphone n'a pas, n'autorise pas la connexion sur les réseaux Wi-Fi qu'il connaît déjà? Qui ne l'a pas? Ou surtout qui ne s'est pas déjà connecté sur un fruit Wi-Fi. Le fait de se connecter sur un fruit Wi-Fi, vous rajoutez le profil du fruit Wi-Fi sur votre téléphone et dès qu'il va le détecter, il va vouloir s'y connecter. Ouais, en fait, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Alors c'est aussi une instruction qu'on donne souvent aux gens qui vont à la nuit du hack. Je sais pas si vous connaissez cet événement. On vous dit, en fait, vous prenez rien avec vous parce que si vous prenez quelque chose, c'est mort. Donc les clés de bagnole, faut pas les prendre. Le téléphone, faut pas le prendre. Le PC, faut surtout pas le prendre. Prenez un stylo et encore un stylo, un bic tout basique, hein, parce qu'on sait jamais. Ouais, mais en fait, après, les nouvelles versions de la nuit du hack sont quand même moins black soft. qu'avant, c'est plus soft. Parce que moi, je me souviens de celle qui était à Maubeuge il y a quelques années de ça. C'était dans un gymnase la nuit, mais vraiment la nuit, avec des gens un peu spéciaux quand même, hein, on peut le dire. Par contre, c'est super intéressant. C'est des événements où il faut aller pour apprendre, qu'on soit étudiant ou pas d'ailleurs. Il y a vraiment des trucs bluffants. Moi, c'était en 2007 que j'y suis allé, il y a 10 ans. Les mecs, ils faisaient déjà des démos comment on craque du Wi-Fi en 3 minutes, top chrono. C'est vraiment des trucs super bluffants, avec à chaque fois donc, du matos qui coûte rien. Et finalement, en fait, qui peuvent être finalement très vite corrigés si les utilisateurs sont formés. Parce que la base de la sécu, c'est pas
De dire ah, j'ai mis une super politique de sécurité où le mec il faut qu'il change son mot de passe tous les 90 jours. Donc comme ça, il y a un scotch en dessous avec le mot de passe pourri en dessous. De toute manière, la règle de base, un utilisateur fait ce qu'il veut. C'est exactement ça. L'utilisateur fait ce qu'il veut. Il va vous dire de toute façon que ce qu'il fait, c'est plus important que ce que vous faites. Parce que lui, il travaille. Qui l'a jamais entendu, hein? Qui? Ah, peut-être des étudiants qui n'ont jamais encore travaillé en entreprise. Il y en a peut-être qui n'ont jamais entendu ça. Mais après, ils ont peut-être des parents. Ouais, c'est ça. Je fais ce que je veux. De toute façon, c'est moi qui décide. Bref. Donc vraiment, allez-y. Faites des tests dans vos entreprises. Proposez-le officiellement. Par contre, si vous êtes dans des grosses boîtes, parce que sinon, ce serait con de se faire virer pour ça, hein. Alors, c'est très facilement détectable parce qu'en fait, ça fait du broadcast. À partir du moment où tu fais du broadcast, si tu as un outil type SIEM, c'est détecté assez rapidement. Si tu as aussi un IDS, donc un Intrusion Detection System, c'est pareil, ça se voit aussi. La chose qu'on n'a pas précisé pendant la conférence, c'est qu'on peut aussi faire du pass de hash. Pass de hash. Vu qu'on récupère les hashes, on pourrait s'authentifier à la place des utilisateurs sur des serveurs. On Pour en rejoue- apprendre, pour en apprendre plus sur le Pass the Hash, putain, c'est dur à dire, je vous invite à chercher en fait sur internet la session de Arnaud Lheureux, qui était évangéliste chez Microsoft, qui a fait une session qui s'appelait Malware Unchained. Donc, comme Django Unchained, il y avait un petit jeu de mots derrière, où il explique très très bien en fait comment fonctionnent les mécanismes d'authentification NTLM, comment fonctionnent les mécanismes de Golden Ticket. Tout est bien expliqué dans sa session, donc je pense qu'elle est même dispo en ligne, au moins les slides. Donc c'est vraiment des choses où finalement, même si on a juste le hash sans le décrypter, on peut s'en servir. Avec, moi je me souviens d'un outil qui s'appelait FreeRDP sous Linux, qui permettait d'envoyer en fait un hash NTLM à la place du mot de passe directement. Donc c'est vraiment un truc tout simple. Prenez le hash, vous le copiez, collez, fini, on n'en parle plus. Authentifié sur le serveur contrôleur de domaine, bien sûr, parce qu'il est dans la même zone réseau que tout le reste, hein, parce que sinon c'est pas marrant. Et donc du coup, après, on peut changer les mots de passe de tout le monde, déjà, hein, comme ça on est tranquille. Et bien souvent, l'administrateur, il dit non, moi je suis admin du schéma et du domaine et de l'entreprise et tout, parce que c'est vachement mieux. Sauf qu'en fait, ça sert à rien, mais c'est juste dangereux. Voilà, donc pour continuer sur la thème de la sécurité, moi je vous invite aussi à lire le livre de Guillaume Mathieu, un de mes confrères, qui est spécialisé dans la sécurité. Et ce livre vous permettrait aussi de sécuriser votre infrastructure. Assez simplement, bon, ça fait une claque à chaque page, mais ça pour les acheter. vaut mieux avoir une claque à chaque page qu'une claque par le client. Soit ça, ou alors avoir des cas comme par exemple récemment, je pense à Deloitte, qui par exemple a fait un peu n'importe quoi sur la partie sécu dans le cloud, parce que c'est pareil, ça, on l'oublie, mais à partir du moment où vous connectez en RDP sur des serveurs qui seraient dans Azure, dans Bluemix ou n'importe, vous passez en clair votre NTLM sur le réseau Internet directement. Il n'y a pas de mécanisme pour faire autre chose, quoi. Faut au moins mettre un VPN, faut construire son infrastructure correctement. On peut tout corriger simplement, mais il faut s'y pencher avant. Et pas se dire, ah tiens, je vais démarrer ça, et puis après, je verrai plus tard. Si on voit plus tard, c'est foutu. C'est un peu ça. Oui, parce qu'après on dit, bon bah c'est historique, on n'y touche pas. Voilà, une fois que c'est historique, ça devient préhistorique. Et du coup, c'est mort, parce que là, ça bouge plus, et on est foutu, quoi. Donc, malheureusement, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on avait prévu? Est-ce que tu peux montrer la clé, elle démarre ou pas là? Alors la clé, malheureusement, elle va être difficile à montrer parce qu'elle démarre en 30-40 secondes. C'est pas grave. Et après, c'est c'est toute dans seule. le. On essaye. C'est un HDMI en plus. Là, on n'a pas d'HDMI. Non, mais là. Je suis pas sûr que ça va fonctionner sur ce PC parce que je l'ai un peu sécurisé. C'est bizarre. Sinon, je te prête ma surface. Hein. Non. Avant de récupérer ton mot de passe. En fait, le mode barrette mémoire, c'est autre chose. C'est Raspberry Pi Compute Engine. En fait, c'est plus réservé à du maker, mais un petit peu plus haut de gamme. Parce qu'en fait, tu es obligé d'avoir une grosse carte, très grosse. Et après, tu vas les chaîner, tu vas en mettre plusieurs. Peut-être que François peut nous en dire plus là-dessus. Sur le Raspberry Compute. Tu te rappelles l'espèce de barrette de RAM qui n'a pas marché, en fait? C'est cher pour ce que c'est déjà à la base. On le trouve mal, très peu. Il n'y a pas de dock ou quasiment pas de dock. C'est très limité au niveau ressources. On peut mettre que 2 modules. Non, même pas. Je crois qu'on peut mettre que 2 modules. Je crois sur la board centrale. Ouais. Donc pour moi, ça sert pas à grand chose pour moi à la base. Il vaut mieux passer par du cluster A. Donc c'est une carte fille qu'on intègre sur un Pi 3.
Et on peut mettre jusqu'à 4 Pi 0 en ligne dessus. Donc ça, c'est parfait pour faire du clustering en ce qu'on veut. Par contre, la librairie de gestion est super instable. Voilà. Donc, Après, sinon, pour voir plus sur les clusters, vous pouvez voir la session d'Estelle tout à l'heure qui parlera des clusters. Et je laisse Thomas terminer pour la minute 15 qui reste. 10, attention. voilà, donc comme on peut voir là, quand j'ai branché mon Raspberry Pi USB, bah, il m'a créé une carte réseau, tout bêtement. Donc plug and play, pas de driver. Rien. Ça se voit pas. Voilà. Enfin, presque pas. Et fonction de Presque la- pas. Hein. Presque pas. Et si je regarde dedans, bon, voilà, mon PC, je l'ai un peu bidouillé, donc il va pas normalement dans les crédentiels. Et ben voilà, j'ai tous les paramètres d'un DHCP qui me demande de m'authentifier sur lui. En USB. Ça fait peur ou pas? Qui c'est qui va se dire merde, je vais tout débrancher chez moi? Je vais éteindre mon téléphone aussi. Hein. Et normalement, dès qu'il a détecté le hash, eh ben, il va se déconnecter plutôt la clé va s'éteindre toute seule d'elle-même. Donc je vais avoir le voyant qui va s'éteindre. Je vais savoir quand je dois enlever ma clé USB. Donc là, si tu fais une demande d'élévation, tu récupères le mot de passe ou pas? Quand tu fais une demande Ah non, d'élévation non, non, c'est la privilégiée. session actuelle. D'accord. Toujours la session actuelle. Bon, après, il y a d'autres méthodes pour récupérer les mots de passe des sessions d'élévation. Oui, ben bien sûr, il y a des méthodes pour tout. Parce que du moment que vous tapez votre crédential sur Windows, il va le stocker en RAM. Et on peut récupérer ce qui est en RAM avec, par exemple, l'outil qui s'appelle Mimikat, qui est le DSI de la Banque de France qui a développé. Oula, j'ai fait l'inverse. Le DSI de la Banque de France a développé un outil qui s'appelle Mimikat, qui permet d'aller en RAM pour récupérer les haches. Alors sinon, dans d'autres cadres au niveau RAM, il y avait eu aussi un problème sur VMware qui me permettait en fait à toutes les machines virtuelles qui étaient sur un même host, s'il y avait un paramètre activé, de pouvoir en fait s'échanger de la RAM. Donc en fait, ils s'échangeaient, si on était un attaquant, donc ils ont été obligés de les désactiver, par exemple chez OVH et chez d'autres providers. Ah, on a dépassé de 29 secondes, on est pas mal. Hein. Bah, merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Alors, on a le temps pour quelques petites questions si vous le voulez. Rapide. Tout à l'heure, tu parlais des VPN quand on était sur. Je me souviens plus exactement de la phrase quand on parlait du Alors, je HTTP, il me semble. Parler des VPN, alors ce que je dis, c'est que le VPN, c'est sécure, oui, mais attention, quand tu t'authentifies, tu es en clair. Faut pas l'oublier. Donc, faut faire attention qu'effectivement, le réseau, il est correctement sécurisé en amont. Et le VPN, c'est bien joli, mais il faut savoir où on sort. Si on sort à un endroit qu'on ne maîtrise pas, bah, vos données, en fait, c'est comme si vous n'avez pas de VPN. Le seul VPN qui est fiable, c'est le vôtre, qui se connecte de chez vous à chez vous, en local. Ah si, là, c'est bon. Et question bête, mais un bon antivirus, ça suffirait pas. Non, parce qu'en fait, ton antivirus, le problème, c'est que lui, il va détecter des malwares. Là, typiquement, qu'est-ce qu'on installe avec, par exemple, la petite clé USB, là? On installe un driver qui est déjà présent, en fait, sur Windows. Mais non, mais le driver est déjà présent, en fait, dans WinSX, là, le gros dossier qui fait 10 gigas ou 15 gigas, ça dépend, ou 30 gigas si ça fait longtemps que tu l'as. Ce petit dossier-là, bon, qui est vidable, hein, d'ailleurs, c'est pas très bien documenté, mais on peut le vider. Dedans, en fait, tu vas avoir plein de pilotes qui existent déjà et qui permet, quand tu branches ton imprimante, de pas être comme en mode Windows 98. Merde, j'ai mis où le CD? Pour ceux qui ont connu, ou même avant, hein, DOS c'était encore mieux. Hein. Moi, je me souviens de DOS, c'était marrant. Avec la disquette pour installer ses drivers. Ça, c'est le must. Pour installer son non, mais CD-ROM. voilà, non, mais, évidemment, enfin, bon. Et quatre DOS, disquettes. non, mais d'autres versions, oui. DOS, c'était marrant quand même. Oui, mais rien ne vaut un bon CPM. Exactement. J'étais pas né, je suis Voilà. désolé. Donc, Ouais, mais toi, t'es trop jeune, toi. je fais ce que je peux. Hein. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Bravo. Merci. Moi, j'ai un serveur bulle avec un prologue à la maison. Il marche plus. Merci à vous deux. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, donc c'était la fin de cette première série de sessions techniques. On va attaquer le quickies dans quelques secondes, mais avant quand même, hein, je sais que vous êtes tous impatients et toutes impatientes avec mes questions hyper faciles évidemment. Donc là, c'est pour gagner quand même un beau truc, hein, un petit Gotek. Ça, c'est bien ça. Voilà. Donc si vous avez un Atari, un CPC, enfin non, un CPC non. Bon, Atari, Amiga ou Amiga. Je déteste Amiga. Amiga, un Commodore, ça peut aller, mais version un petit peu plus récente quand même.
Non, parce que mettre un Gotek dedans, il y a des versions effectivement allégées, mais pas un Gotek comme ça. Voilà. Alors, question. Non, mais par contre, il existe des formats spécifiques qu'on colle contre le port d'extension derrière. Mais surtout, il ne faut pas le bouger parce que voilà. Je vous raconte pas la suite. Voilà. Donc, question évidemment ultra facile. Pour ceux qui connaissent, évidemment. Citez-moi 3 machines équipées du processeur Z80. Alors, alors, il y a des réponses ici et puis par là. Bah, je crois que c'est monsieur, ouais, quand même. Bravo. Bravo. Tu fais une question pour les jeunes maintenant? Ok, ok. Alors là, je te mets à défi. Hein. J'ai pas dit que j'allais répondre. Hein. Ah non, oui, ça c'est sûr et certain même. Alors, dans Mister Robot, quel matériel est utilisé pour faire sauter le data center de secours? Non, non, c'est un autre matériel pour faire sauter le data center situé en pleine ville dans la saison 3. Merci pour le spoil. Oui, mais on a un indice à la fin de la saison 2. En fait, merci pour le spoil aussi. Hein. C'est un... Alors, je précise, oui, effectivement, ils utilisent du Pi, mais pas pour la même chose. Ils installent en fait une backdoor quelque part pour faire une action très spécifique sur un matos très spécifique. Onduleur, bien joué. Bravo. Bravo. Tu gagnes un Orange Pi 0. Mais que la boîte parce que je garde la carte. Hein. Attends. Faut pas déconner. Bah, non on fait plus, des hein. cadeaux, mais bon, doucement quoi. Et voilà, bah, c'est la dernière session de cadeaux pour l'instant. La suite tout à l'heure. Merci à vous deux. Donc, pause café pour ceux qui en ont marre. Sinon, un petit quickies de 5-10 minutes. Donc ici, on va avoir le représentant d'une boîte française de sécurité qui va vous dire pourquoi ils ont opté pour un appliance basé sur du Raspberry Pi. Et de l'autre côté, donc là, c'est du Coding for Fun live sur comment on fait un interfaçage entre les Azure Cognitive Services et du Raspberry Pi. Donc si vous êtes un petit peu fêlé du code, c'est pour vous et c'est à côté. Ou sinon ici, c'est de la sécu avec des appliances de sécurité. Et sinon, pause café et on se retrouve dans à peu près 25 minutes en amphi et en salle 2 pour la suite des sessions techniques. Non, la plénière, c'est après les 2 autres sessions techniques.